On a parlé d'eau, je vous propose maintenant qu'on parle de phyto. Et donc je vais proposer à Jean-Paul Zouzals, qui est ingénieur RCA au sein de l'UMR ITAP, qui est pilote d'une équipe spécialisée dans l'optimisation de la pulvérisation à l'IRSTEA de Montée-sur-Seine. Voilà qui est fait. Et avec Jean-Paul, on va parler de modélisation des techniques, enfin, en tout cas de la modélisation des techniques aux OAD. Quel est l'apport du numérique pour optimiser la pulvérisation des produits phyto, qui sont évidemment sous le feu de l'actualité? Tout à fait. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Alors vous voyez, le programme est très très vaste, hein. Alors j'ai essayé de compartimenter ça de manière à pouvoir avoir un certain nombre d'éclairages et puis qui vont être repris d'ailleurs dans la matinée sur un certain nombre de points. Optimiser la pulvérisation n'a pas de sens si on ne sait pas mieux caractériser la cible et la détecter. Donc j'aborderai quelques éléments par rapport à ce point-là. Ensuite, une fois qu'on a pu détecter un problème, une maladie, un ravageur, quelle va être la modalité de gestion, hein, de cette affaire-là. Et là-dedans, j'inclus aussi la question de la gestion des doses, hein, qui s'est émissée dans le débat, pour ensuite finir sur les aspects modélisation des applications et gestion des impacts, évidemment, qui sont directement en lien avec ces questions techniques. Bon, sachant que d'une manière générale, et vous le savez, les questions de généricité des approches, quand on parle de gestion des mauvaises herbes, de gestion de ravageurs ou de champignons pathogènes, n'est pas tout à fait identique en termes de gestion, même si l'appareil utilisé peut être le même. Et puis au-delà de ça, il y a un certain nombre de verrous, hein, qui sont que ce n'est pas parce qu'on a raison que l'idée va faire son chemin, hein, pour paraphraser Spinoza. Ce n'est pas parce qu'on a raison que l'idée fera son chemin et qu'elle sera adoptée. Il y a une question fondamentale aussi qui est de plus en plus rebattue au fur et à mesure qu'on creuse un peu la question de la pulvérisation, c'est quel est le lien entre finalement la dose que l'on cherche à appliquer, la dose qui est réellement reçue et celle qui va être efficace. Et que finalement, on redécouvre un peu ces questions en travaillant ces aspects-là. Et évidemment, une question fondamentale, hein, qui est finalement quel est le niveau d'acceptation par rapport à un niveau de risque avéré si on change de pratique, si on les modifie. Voilà, alors pour entrer tout de suite dans le vif du débat, question de détection, caractérisation, bon, c'est une partie sur laquelle je vais passer assez rapidement. Hein, là, c'était un premier exemple d'un travail auquel j'avais collaboré avec un thésard à l'époque, qui était de détecter les mauvaises herbes par drone au début des années 2000. Alors le drone, c'était un espèce d'avion qui avançait très très vite, relativement vite, et du coup, on faisait du traitement image par image. Hein. On n'était pas encore dans le règne des drones multicoptères relativement stationnaires. Mais l'idée, c'était de détecter des mauvaises herbes, hein, en détectant des rangs de culture, et puis tout le verre qui n'était pas dans la culture était détecté comme ça. Depuis, en fait, à la fois les traitements d'image et le traitement du signal a beaucoup augmenté, s'est beaucoup amélioré, hein, pour pouvoir faire de la détection de maladies, de tavelures par exemple, hein, sur des feuilles de pommier, jusqu'à arriver à des applications qui maintenant vous permettent, hein, quasiment d'identifier un certain nombre de soucis. Donc ça évolue beaucoup. Je vous reparlerai un petit peu d'un projet européen dans lequel on est intégré, qui s'appelle Optima, qui comporte un volet justement en fait, de transfert, hein, finalement de processus de phénotypage, hein, quelque part, donc de caractérisation, hein, de plantes à haute densité, on va dire, pour la détection de maladies. Donc souvent, ça utilise de l'information multispectrale, hein, différentes longueurs d'onde, sous forme spatialisée, donc sous forme d'images. Des algorithmes de reconnaissance, hein, et d'attributs, et qui sont souvent basés sur des apprentissages, hein, parce que c'est souvent difficile de pouvoir identifier sans connaissance a priori des zones malades de zones saines. Et puis tout le traitement de données. Donc tout ça justifie finalement, hein, la dimension numérique, hein, de cette approche. Alors nous, on s'est intéressé aussi à une tangente, hein, en termes de caractérisation de la végétation qu'on appelle le phénotypage physique, finalement,
c'est-à-dire dans la perspective de pouvoir adapter des doses, notamment en culture pérenne. L'idée, c'est de mieux identifier la quantité de feuilles à traiter, par exemple en utilisant un LIDAR, qui est une technologie industrielle de télémétrie, en fait, de mesure de distance. Et donc l'idée étant de pouvoir créer un nuage de points qui reconstitue en 3 dimensions la végétation, et donc de pouvoir estimer au cours du cycle végétatif, entre deux stades différents du même verger, la quantité de feuilles à traiter dans une perspective d'adaptation des réglages d'un appareil, que ce soit en termes de dose, que ce soit en termes de puissance de ventilation. Voilà. Et ça, on est au stade de la recherche ou on est au stade de l'application potentielle au marché? Alors pour l'instant, on est au stade de... Pour l'instant, c'est quelque chose qui est travaillé dans le cadre d'un projet avec le CTIFL qui s'appelle Pulvarbo, en vue d'optimiser les applications en verger. Pour l'instant, on est encore... L'utilisation de LIDAR peut se faire sur des robots. Déjà, Christophe Debain pourra témoigner. C'est quelque chose qui est très utilisé d'un point de vue industriel. Par contre, au niveau agricole, ça reste encore du domaine de la recherche. Mais l'idée, c'est... à partir d'une meilleure connaissance du développement végétatif et des quantités de feuilles à traiter, si on parle de cet indicateur-là, ou de la porosité, là on voit bien les différences entre 2 stades végétatifs différents. L'idée, c'est d'optimiser les réglages pour limiter les pertes, améliorer l'efficience du dispositif. Et aussi, c'est le petit graphique de gauche, de pouvoir illustrer la question de l'évolution de la porosité au fur et à mesure qu'on rentre dans la végétation, puisque là, on peut vraiment refaire la reconstruction 3D. Et donc de voir aussi dans quelle mesure finalement, il y a un risque, si la porosité est trop grande, avec des réglages mal adaptés, on risque finalement de faire passer un certain nombre de gouttelettes à travers la végétation, et donc on va rater l'objectif de dépôt. Donc après détection, caractérisation, d'ailleurs sur lequel on reviendra un petit peu plus tard tout à l'heure avec Christian Germain qui fera l'intervention sur IA et détection d'images, on passe au stade décision. Voilà, donc une fois qu'on a pu détecter une maladie, un problème, du coup on peut, se sont développés un certain nombre d'outils d'aide à la décision, de gestion intégrée, Integrated Pest Management en anglais, et gestion des doses. Donc en matière d'OAD, en fait, on a coutume de dire qu'il y a 2 grandes familles d'OAD. Des OAD qui sont plus tactiques, c'est-à-dire ponctuellement on a un problème et on va déterminer le niveau à partir duquel il y a besoin d'apporter une solution. Et puis des OAD qui sont plus d'ordre stratégique, pour lesquels effectivement on peut envisager de ne pas traiter à un moment donné pour traiter plus tard différemment. Donc évidemment, ces dispositifs estiment effectivement un risque épidémiologique à partir évidemment de connaissances épidémiologiques et de phytopathologie, de modèles météo et souvent de témoins de terrain régionaux. Avec, dans le cas des systèmes plus à vocation stratégique, l'idée de pouvoir évaluer aussi la compensation potentielle de traitement par rapport à des traitements précédents et quel a été le bénéfice. Surtout, là, dans ces approches-là, on est dans des approches plutôt gestion fongicide, par exemple sur la vigne, où on sait qu'on va avoir la fréquence de traitement, le cadencement, intervient aussi dans la notion d'efficacité. Donc l'idée, c'est aussi d'enregistrer le bénéfice de tout ça. Alors j'ai fait une petite recherche, en céréales, on a au moins une quinzaine d'applications possibles d'OAD disponibles, rien que sur l'aspect fongicide. Sur la base de données API Agro, j'en ai recensé 230 pour les fruits et légumes. Donc c'est énorme. Donc il y a vraiment un choix pléthore d'offres énorme. Alors j'ai choisi d'illustrer un peu ces questions-là sur un projet auquel un certain nombre de collègues ici à Bordeaux et puis à Montpellier avaient travaillé, qui s'appelle Podminium, qui est un OAD en fait de gestion de la protection fongicide en vigne, qui est basé sur finalement le découpage du cycle végétatif en 7 phases clés. Et sur ces 7 phases clés, vous avez en rouge ici illustré pour le idiome et le mildiou, en fait les phases pour lesquelles les experts ont jugé obligatoire, le traitement obligatoire ou optionnel en bleu. Et donc, en fonction de l'évolution de la maladie, en fonction du climat de l'année, en fonction des conditions pédoclimatiques en général, l'idée est de pouvoir avoir une matrice sur laquelle se baser pour pouvoir juger pour le viticulteur de la nécessité ou pas de pouvoir traiter. Donc c'est censé être un OAD dans les mains du viticulteur directement ou de son conseiller ou de la cave coopérative? Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Les 3. Okay.
Voilà. Alors, un autre type d'OAD, alors là, on revient au projet Optima. Alors, j'en profite, j'en fais de la publicité parce qu'on est en plein dedans. L'idée de ce projet, c'est d'aborder la question de la protection phytosanitaire sur 3 grands types de cultures, vignes, pommes et carottes, sous un aspect vraiment très, très intégré, c'est-à-dire depuis la détection de maladies, le test de produits, y compris de produits de biocontrôle ou de produits pour l'agriculture biologique, le développement de machines, d'applications, de pulvérisateurs optimisés à travers un système de décision, un DSS spécifique pour chaque type de culture qui sera évalué au champ. Donc l'idée, c'est d'aller de tester, enfin de construire une solution et d'aller jusqu'au test de l'ensemble de la solution, et y compris d'en faire une évaluation sous forme d'analyse environnementale et socio-économique de ces différentes solutions. Donc, Les premiers résultats seront disponibles quand ? Alors là, pour l'instant, on en est à la phase, on en est un petit peu au début, on est à peu près à 1 an et demi du projet. D'accord. Donc d'ici 6 mois, on va commencer à avoir des premiers résultats. Et plus sûrement, d'ici 1 an, on aura des choses à montrer, en l'occurrence, sur ce point-là. Voilà. Et puis, dernier point sur cette question de comment on va gérer, finalement ces choses-là. Et puis, pour faire la transition avec le côté optimisation de l'application, c'est finalement quelle va être la dose qu'on va pouvoir appliquer. Et ça, il y a un grand débat en ce moment, puisque finalement, en fonction des pays européens, on n'a pas les mêmes approches. On n'a pas du tout les mêmes approches. En France, on est plutôt sur une approche d'une dose fixe par hectare, quel que soit le stade de développement, quel que soit l'écartement entre rangs, donc quelle que soit la quantité de feuilles à traiter par hectare. Finalement, cette dose de produit est fixe, alors que certains pays raisonnent plutôt en concentration, qui peut éventuellement évoluer, ou d'autres avec une dose variable, en fonction des stades végétatifs. Et donc, ici, c'est simplement un graphique. Conseil, ou de réglementation, ou les deux ? Alors là, c'est finalement l'expression nationale, le moyen d'expression national, réglementaire, qui définit, alors pour la France, c'est une dose maximale, évidemment, mais qui définit finalement les moyens d'application. Et donc là, c'est simplement pour illustrer le fait que... je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, vous avez la barre qui correspond à 100%, qui est en fait la référence française d'expression d'un produit. Donc 17 fongicides en tout avaient été testés. Donc là, on en a repris quelques-uns en fongicides vigne. Et on vous donne en vert le minimum qu'on peut trouver dans certains pays, en fonction du stade, et en rouge, le maximum. Et vous voyez que les amplitudes varient, grosso modo, du simple au quadruple, dans certains cas, suivant pour le même produit. Exactement, on a repris tous les index phyto des 5 pays, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de Suisse, comparés à la France. Donc c'est ça pour expliquer que ces questions-là, elles ne sont pas encore clairement tranchées, et qu'il y a aussi un potentiel d'optimisation, dans la mesure où le même produit peut s'avérer être efficace dans certains pays à 25% de la dose. Voilà. Donc ça fait émerger aussi des questions sur comment gérer cela. Donc on a caractérisé, on a interprété, reste à pulvériser de manière optimisée. Voilà, tout à fait. Et donc pour ça, l'approche qu'on a choisi d'adopter avec nos collègues de l'IFV à Montpellier, c'est basé sur l'expérience qui est que quand on est sur une parcelle au vignoble, c'est relativement difficile de pouvoir comparer des résultats qu'on obtient dans le Bordelais, en Alsace, dans le Languedoc ou d'autres régions viticoles ou en Champagne, tout simplement parce qu'il y a une grande variabilité des typologies de vignobles. Et qu'à partir de là, on a essayé de rationaliser les choses en standardisant une vigne sous forme d'une vigne artificielle qui vous est représentée là, et qui nous a permis de pouvoir déjà obtenir des résultats répétables sur différents types de bâchines. Donc on pulvérise un colorant que vous voyez là, qui est un colorant alimentaire jaune. Et vous voyez que ce banc avec des feuilles, il est entouré par des bancs sous forme de filets brise-vent qui permettent de gérer les flux d'air de manière à créer finalement une situation un peu standardisée quand on arrive sur le banc de mesure. On mesure effectivement, on collecte des feuilles, collecter ces dépôts que l'on dose, et pour obtenir en fait un dispositif de classification, étant entendu qu'en fonction du stade et en fonction de la technologie utilisée, le niveau de dépôt varie dans un ratio de 1 à 9.
pour la même dose qui sort de l'appareil, ce qui donne un peu l'amplitude de l'optimisation possible sur ce volet-là. Autre application pour les applications, c'est un travail de thèse qui est en cours chez nous actuellement, et je suis en retard, qui est basé sur finalement la caractérisation de la typologie des dépôts dans un vignoble. Donc en fonction du stade, vous avez 4 stades différents. Plus le stade est avancé, plus il va y avoir de feuilles, et plus le dépôt unitaire par feuille va être faible. Donc c'est pour ça qu'on passe de la courbe rose à la courbe violette ici. Donc on ramasse finalement les distributions en type de dépôt. On caractérise la vigne avec un lidar. Donc on caractérise la surface foliaire de cette vigne. Et l'idée, à terme, c'est de pouvoir prédire les dépôts en fonction de la caractérisation d'une machine sur la vigne artificielle et de pouvoir transposer ça sur une vigne réelle. Le lidar, justement, on a une idée du coût à terme de l'utilisation de cette technologie en culture pérenne ? Alors, le coût, tout dépend le coût du matériel. Il y a le coût du matériel, et puis après, il y a le coût du développement, je dirais, soft autour de ça pour en faire un outil utilisable. Et il est encore trop tôt pour répondre à cette question, du coup ? Bon, l'approche que l'on a, notamment en verger, c'est de proposer éventuellement à des stations expérimentales de pouvoir s'équiper, de manière à pouvoir promulguer du conseil, finalement, comme des avertissements agricoles, mais du conseil sous forme de développement végétatif, à tel ou tel stade et en fonction du type de verger. Plus qu'une utilisation dans un verger professionnel individuel. Ouais, individuel. Cette technologie LIDAR, elle serait utilisable en grande culture ? Oui, potentiellement, elle peut être utilisable. Après, tout dépend. Elle a pour l'instant été peu utilisée, à ma connaissance. On pourra en faire un capteur de biomasse pour finalement essayer de détecter finalement la quantité de végétation. Il y a eu d'autres tentatives, notamment avec des capteurs ultrasons qui équipent déjà des rampes de pulvérisateurs, ne serait-ce que pour la stabilisation de la hauteur de rampe. Il y a eu un projet en Allemagne qui visait à utiliser ces capteurs-là pour faire un capteur de biomasse. Donc potentiellement, oui, c'est possible. Donc ça répond un peu à la question d'après, qui était est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser un capteur de biomasse sur l'outil de pulvé en grande culture pour mesurer justement la biomasse et moduler la dose appliquée en temps réel ? Oui, alors c'est ce qu'on cherche à faire sur les carottes notamment, dans le cadre du projet Optima. Déjà en gérant la configuration des buses sur une rampe, de manière à pouvoir traiter en planche plutôt que de traiter en plein. Donc ça, c'est une première approche. Je vous laisse conclure. Oui. Alors je vais aller assez vite. On a parlé tout à l'heure finalement, on a peu d'exemples où les gens ont cherché à aller jusqu'au bout en termes de protection phyto, c'est-à-dire d'aller jusqu'à des cartes de préconisation, de rentrer ces cartes dans un appareil de traitement et de vérifier l'efficacité de ça. Donc ça, c'est une thèse qui est en cours actuellement à Barcelone, à l'Université de Barcelone, où ils ont essayé de constituer tout le cycle, donc de faire un capteur de vigueur à partir d'imagerie drone, d'en définir une carte de prescription et de vérifier la carte d'application. Et finalement, cette expérience est peu développée pour l'instant, donc c'était intéressant. Et puis ils ont essayé de voir aussi quel était le niveau de tolérance acceptable en termes d'écart entre la prescription et la réalisation. Voilà. Autre exemple, alors là on parle plus de la gestion des impacts, mais alors le lien avec l'agriculture, enfin avec les outils numériques, c'est que dès qu'on a besoin de densifier toutes ces informations-là, on est obligé de passer par des outils numériques. Là, c'est simplement pour illustrer le fait que d'autres collègues en Espagne, à Lleida, travaillent sur un lidar atmosphérique, donc un capteur de gouttelettes en suspension dans l'air, et essayent de mesurer la dérive en bordure du champ traité, notamment en verger. Donc ça offre aussi des perspectives intéressantes pour intégrer ces problématiques-là dans les appareils à terme pour pouvoir gérer les risques dans les zones sensibles. Et puis je terminerai par un petit exemple très très rapide avec des collègues de Dijon, d'AgroSup Dijon, qui travaillent un peu sur la modélisation de la pulvérisation. En fait, on modélise des tâches d'infestation, donc soit des grosses tâches, distribuées de manière aléatoire, soit plein de petites tâches d'infestation. On modélise
des types de sprays en fonction des types de bus que l'on va utiliser, leur arrangement. Et puis on va chercher à savoir finalement ce qui va se passer en fonction du nombre de bus que l'on, enfin, du nombre de bus que l'on va pouvoir utiliser sur une rampe, entre deux sections de 12 bus, 4 sections de 6 bus ou des bus individuels. Et donc quand on traite, évidemment, la largeur du pinceau n'est pas la même, hein, et donc évidemment la dose globale appliquée n'est pas la même, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans certains cas, notamment des bus qui nécessitent un recouvrement, qu'on peut avoir des zones qui puissent être éventuellement sous-traitées, hein, en dessous des 50% de doses d'herbicide, et qui peuvent potentiellement générer des questions de résistance. Hein. Donc voilà l'idée de cette question-là. Et puis, on en a parlé un petit peu en introduction, mais en pulvérisation, on a énormément besoin d'outils de traçabilité. Et certainement que les autorités seront de plus en plus exigeantes sur ces questions-là. Alors là, c'est simplement pour illustrer une application qui a été développée par un de mes collègues et qui est diffusée maintenant par la société Sika, hein, qui s'appelle Picor, qui est un outil pour des appareils qui peut équiper des appareils en deuxième monte, hein, en viticulture, en verger, pour gérer l'ensemble des processus d'application et notamment les questions de traçabilité. Voilà, alors simplement parce que je suis en retard, quelques conclusions par rapport aux apports du numérique. Vous voyez qu'en matière de détection et de caractérisation, on a besoin de faire cette gestion spatiale. Donc on a une grande quantité, hein, de données à gérer. Un lidar, ça génère 25 000 points par seconde. Hein, donc ça peut être très rapidement, hein, arriver à des des besoins importants en termes de gestion des données. Il y a ce processus d'apprentissage. Et puis on a besoin d'outils cloud, hein, pour fluidifier les échanges de données entre les terrains et la station de stockage. En matière d'OAD, évidemment, ce qu'on peut observer à petite échelle, il faut densifier l'échantillonnage. Et donc tout ça nécessite aussi des outils numériques via des smartphones, hein, on l'a vu. Et puis la phase de modulation et de modélisation, évidemment, nécessite la simulation pour le développement de machines performantes. Et voilà, j'avais essayé de lister un certain nombre d'applis disponibles, hein, pour gérer à différents niveaux, hein, la question de la protection des plantes, hein, depuis la question soit de détection des plantes, d'identification de maladies, hein, de gestion en général, la localisation, ici toutes les applis qui concernent le choix de la buse, le réglage des appareils, et puis le choix de la dose. Hein, donc tous les outils qui ont été développés notamment en Espagne, en France aussi, avec Optidose, en Angleterre, en Suisse, etc. Donc vous voyez que ça fourmille. Ça foisonne, encore faut-il arriver à tout intégrer et mettre ça dans les mains d'un agriculteur de manière optimisée, accompagnée. Je pense qu'on en parlera aussi tout au long de la journée. Merci beaucoup.